Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T. Alors aujourd'hui nous sommes à Landerneau où démarre ce dimanche une exposition exceptionnelle qui vous fait découvrir l'univers de l'Opéra de Paris. Ça se passe au fond Hélène et Édouard Leclerc. On y va dans un instant, mais tout de suite un point sur l'actualité de ce vendredi 8 avril. Après une semaine riche en bonnes nouvelles avec des annonces d'emploi concernant l'usine de Lessie-Nutra, Christian Troidec, actuel maire de Carhaix, va encore plus loin et annonce qu'il veut porter la voix des régionalistes aux élections présidentielles de 2017. On voit bien à travers la nouvelle carte des régions que même des aspirations des populations, des élus locaux qui n'ont pas été concertés, est une réforme qui ne mène à aucune capacité pour les régions de pouvoir vraiment prendre leur destin en main et de pouvoir initier des nouvelles politiques, tout particulièrement dans le domaine économique, et lutter contre le chômage. Il y a une vraie attente, je crois, aujourd'hui des populations pour leur faire confiance, pour faire en sorte que les régions, demain, disposent de vrais moyens pour de vraies politiques pour l'avenir. Son premier objectif, récolter rapidement 500 signatures nécessaires pour se présenter à la présidentielle. Christian Troidec dit avoir une centaine de promesses de signatures d'élus et précise également être en lien avec la Fédération de partis politiques régionalistes ou autonomistes Régions et Peuples solidaires. Brest et Quimper à 3h30 de Paris. C'est officiel, le nouveau TGV Atlantique rapprochera la capitale de la pointe finistérienne. Dès juillet 2017, le nombre de fréquences TGV est renforcé puisque l'on comptera 10 allers-retours à grande vitesse chaque jour entre Brest et Paris. 3 d'entre eux feront le chemin en 3h25. À Morlaix, le train le plus rapide sera à 3h03 de Paris et à Quimper, il sera à 3h31 de la capitale. La gare de Rennes, entièrement rénovée, deviendra un nœud national pour les correspondances avec des temps d'attente optimisés. Avec 1,5 million de nouveaux voyageurs attendus, la SNCF espère ainsi rééquilibrer le lien entre la péninsule bretonne et le reste du pays. Les enfants d'abord. Ce vendredi, François Cuyandre et Alain Masson ont ouvert au public les portes d'une cabine téléphérique en bas de la rue de Siam. Les visiteurs peuvent découvrir l'intérieur de cet équipement jusqu'à dimanche. Ça rend le cœur de ville, les Capucins en font partie, plus accessible. Je crois qu'il y a une nécessité, la Pinfeld, on la connaît, de rendre plus facile la liaison entre nos deux rives. Dès le mois de juillet, les essais démarreront pour 3 mois avant la mise en service fin octobre. Le premier téléphérique urbain de France coûtera 19,1 millions d'euros. Il doit transporter près de 700 000 passagers par an. C'est une vocation complètement de transport qui est dans un design assez similaire ou approchant à celui que vous pouvez avoir dans le tramway qui passe juste derrière. On retrouve des strapontins, on retrouve des barres de préhension, on retrouve des places pour les personnes à mobilité réduite. Et ce téléphérique urbain semble ravir les Brestois qui y voient également une dimension touristique. Et une ville moderne se doit d'avoir ce petit côté en plus. Vraiment une nouveauté formidable pour Brest. Les gens prendront le téléphérique plus pour voir, visiter, trouver la ville. J'ai déjà pris plusieurs fois le téléphérique à l'étranger et c'est formidable. Donc moi-même je prendrai, ça c'est clair. Les visites de la cabine de 15 mètres carrés se poursuivent tout le week-end. À l'heure où certains profitent de ce que donne la mer lors d'une grande marée, 118 de coefficient ce vendredi, d'autres n'oublient pas que la mer reprend parfois ce qu'elle donne. Au fond de la rivière de Daoulas, sur la commune de Dirinon, les vagues grignotent ce trait de côte. Les premiers travaux avaient été effectués pour remédier un peu à cette érosion. On avait placé des rochers qui ont fait tout à fait leur effet puisque ça n'a pas bougé depuis à peu près 25 ans. Et les travaux qui avaient été réalisés déjà en 1980 ou un peu après ont montré qu'ils avaient tout à fait leur pertinence. Le maire a donc voulu prolonger l'enrochement et demander une subvention. Mal lui en a pris. On lui a demandé une subvention en me renseignant. On m'a fait savoir par les affaires maritimes qu'on ne pouvait plus faire ce genre de travaux. Si on laisse faire, eh bien, dans 20 ans peut-être, eh bien, les bâtiments qui sont derrière ont les pieds dans l'eau. Faut-il interdire systématiquement l'enrochement? Difficile à dire. À Brest, à l'IEM, l'Institut européen de la mer, un groupe de chercheurs a édité ce guide à l'usage des élus et du grand public pour mieux comprendre l'érosion marine. Ce document-là, c'est le résultat d'un programme de recherche qui a été effectué de 2010 à 2016. Donc c'est un guide méthodologique. Il est destiné à tous les élus et aux collectivités et permettre de connaître les risques d'érosion et de submersion pour mieux les gérer. Il n'y a pas une méthode type pour un littoral, c'est vraiment, il faut s'adapter sur chaque côte et puis sur chaque littoral. Alors on essaye de
plus calqué aux dynamiques du littoral, donc tout ce qui est géotextile par exemple, ou alors la formation de murs en bois naturels pour essayer de revégétaliser la dune ou la plage. Donc oui, ça peut fonctionner, mais c'est encore en phase de test sur certains territoires. À l'heure où le niveau de la mer va remonter au plus haut ce vendredi soir, certains craignent toujours la progression des flots. Reste à choisir entre le bénéfice et les coûts souvent très importants des travaux de préservation du trait côtier. Et on termine ce point actu avec le carnet de bord de Marc Pointu, toujours seul sur son caillou au large de la Pointe du Raz. Il fait face depuis quelques jours à un phénomène inexpliqué. Alors, activité paranormale ou pas, c'est l'instant Tévennec. Je vais vous faire part de bruits que je n'ai pas encore réussi à expliquer. Ça fait plusieurs fois que je les entends certaines nuits. Et une fois, la dernière, il y a quelques jours, je me suis décidé à tenter de les enregistrer. Donc ça me semblait provenir de l'étage, plus ou moins. Donc c'était un jour de vent, et je suis monté avec la lanterne pour voir ce qui se passait et tenter de les enregistrer. Donc le bruit que vous allez entendre, c'est le fond, c'est le vent dans la lanterne, et après vous entendrez les bruits au milieu. Et voilà, comme promis, nous sommes donc à Landerneau, au cœur de cette exposition sur la 3e scène de l'Opéra de Paris. Dimitri Chamblas, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur, vous êtes le directeur artistique de cette 3e scène. Alors on connaissait l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, et puis depuis septembre 2015, il y a cette 3e scène. C'est quoi exactement ? La 3e scène de l'Opéra national de Paris, c'est un espace de création qui est un espace digital. C'est un grand site internet qui évolue en parallèle du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille. Alors on y trouve quoi ? On y trouve des créations originales commandées à des artistes de différents champs, des artistes contemporains, des cinéastes, des dessinateurs, des photographes qu'on a invités. C'est des commandes. C'est des commandes. On ne peut pas vous en proposer. C'est des cartes blanches qu'on donne en fait à des artistes dont on se dit que leur regard sur notre maison va nous exciter. On leur demande quoi ? On leur demande de venir et de réfléchir à nous proposer quelque chose qui sera en lien avec l'Opéra de Paris. Ça veut dire un lien avec l'Opéra de Paris, c'est quoi ? C'est travailler sur ce qu'on est nous à l'Opéra. Ça veut dire 1700 personnes qui fabriquent des costumes, des toiles, des décors. C'est 2 orchestres, c'est 150 danseurs permanents. C'est pas que la danse, quoi, c'est ça. Une école de danse, les plus grands chanteurs du monde cette année sur la scène, sur les scènes de Bastille et de Garnier. Donc notre travail, c'est d'inviter ces artistes, de leur expliquer un petit peu qui on est, que eux trouvent leur rapport avec cette maison. Ils peuvent rester en immersion et se balader dans les couloirs du Palais Garnier pendant des mois s'ils le souhaitent, ou ne même pas venir mais juste se documenter afin de proposer au final une œuvre qui fasse résonance et qui fasse sens par rapport à ce qu'est l'Opéra de Paris. Et l'Opéra national de Paris, on avait besoin de ça, de sortir un peu de ses murs, de se dépoussiérer entre guillemets, de toucher un autre public. On dépoussière pas l'opéra, on se pose juste la question de aujourd'hui comment, dans le cas de la 3e scène, comment exister sur cette grande place publique mondiale qui est Internet. On a envie d'ouvrir les portes à des créateurs qui jusqu'à présent ne venaient pas, des écrivains, des réalisateurs, etc., de leur ouvrir les portes et par là même, à travers les objets qu'ils fabriquent, d'ouvrir grand les bras à un public plus large, bien sûr, que ce soit sur le plan générationnel, quand on voit les films qu'on a fait avec Glenn Keane, l'animateur de Disney, ou avec Lil Buck, ce grand danseur de hip-hop, etc., c'est sûr que c'est une manière d'ouvrir les bras à toute une jeunesse. Donc c'est une manière pour l'Opéra de Paris de surprendre le public qu'il a déjà, et puis d'aller en chercher un autre.
Merci en tous les cas d'être venu chercher le public finistérien ici. On vous remercie et on a hâte de découvrir tout cela. Merci Dimitri Chamblas. Merci. Alors nous sommes maintenant avec Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard. Alors c'est vous qui avez invité l'Opéra de Paris ici à Landerneau. C'est vraiment une exposition unique, une exposition rare qu'on ne verra pas ailleurs en France. Pourquoi? C'est quoi votre rapport avec la danse, vous êtes fan d'opéra? Alors, j'aime bien la danse contemporaine, plus que moderne d'ailleurs. Ouais. Et non, c'est une opportunité. Le ballet de l'Opéra de Paris se rend au mois de mai en résidence au Quartz. Mathieu Banvillet, le directeur du Quartz, sollicitait un coup de main. Et ça m'a donné l'idée de travailler 2 concerts, sans jeu de mots, avec le Quartz. Je suis allé à l'Opéra de Paris rencontrer Dimitri Chamblas. Et au fond, tous ces films dits de la 3e scène digitale ne seront jamais montrés ou n'étaient jamais montrés. Et je trouvais que c'était marrant que ce se passe à Landerneau, parce que c'est destiné au public de Landerneau, de la Bretagne, c'est destiné à ceux qui n'habitent pas autour de l'opéra. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous, Michel-Édouard Leclerc, dans cette 3e scène, les films qui vous ont ému, ce nouveau rapport avec la danse? Alors, il n'y a pas que la danse dans les films qu'on présente, il y a aussi le chant. Par exemple, le film dont Mathieu Amalric a scénarisé, puis carrément filmé, réalisé sur le chant, sur la vocalise, est très sensuel, c'est très impressionnant. Les films de Xavier Vélan sont des films quasi mystiques et je pense que le public va aimer. Et on a une épaisseur de moquette suffisante dans les Capucins de Landerneau, dans cette salle un peu magique, dans le noir, pour que les enfants, les scolaires, les ados s'ébrouent sans contrainte, voire dansent comme les ballets qu'ils vont voir. Vous parlez des ados, c'est vraiment pour tous, cette exposition de 7 à 77 ans, on peut venir à Landerneau la voir. Oui, c'est quand même extraordinaire de venir à Landerneau pour découvrir la danse moderne, la danse contemporaine, le chant et l'Opéra de Paris. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 16 mai pour découvrir donc cette exposition à Landerneau, au fond Hélène et Édouard Leclerc. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.